conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité internationale de ces dernières semaines révèle un changement de ton notable dans les relations entre l'Union européenne et les pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Après une période marquée par des tensions diplomatiques, des ruptures institutionnelles et un recul manifeste du dialogue, l'Union européenne semble aujourd'hui revenir à une approche plus pragmatique, privilégiant ainsi l'échange, la concertation et la coopération avec ces États sahéliens. En effet, les signaux envoyés récemment par Bruxelles sont clairs. Volonté de renouer le dialogue, appel à une coopération respectueuse et reconnaissance implicite d'une nouvelle réalité géopolitique au Sahel. Une évolution qui suscite de nombreuses interrogations. Pourquoi donc ce revirement aujourd'hui? Que cherche réellement l'Union européenne dans ce rapprochement? Et surtout, cette coopération annoncée peut-elle être réellement bénéfique pour les peuples de l'AES longtemps éprouvés par l'insécurité, les difficultés économiques et les bouleversements politiques? Car au-delà des déclarations diplomatiques, une question centrale demeure. Cette coopération sera-t-elle fructueuse, équilibrée et avantageuse pour les populations sahéliennes, ou s'agit-il simplement d'un repositionnement stratégique de l'Union européenne face aux mutations régionales? Pour certains observateurs, cette reprise du dialogue pourrait ouvrir la voie à de nouveaux partenariats économiques, un soutien au développement, mais aussi une coopération plus adaptée aux priorités réelles des États de l'AES. Pour d'autres, la prudence reste de mise, tant les expériences passées ont laissé des attentes non satisfaites. Alors faut-il voir une opportunité historique pour les pays de l'AES ou simplement un ajustement diplomatique sans impact réel sur le quotidien des populations? Pour analyser cette évolution ou décrypter les enjeux et en mesurer les perspectives, nous recevons ici l'analyste Issoufou Kado qui estime, lui, que cette dynamique de rapprochement est pertinente, avantageuse et potentiellement bénéfique pour les pays de l'Alliance des États du Sahel, à condition qu'elle repose sur le respect mutuel, la souveraineté des États et des actions concrètes au profit des peuples. Issoufou Kado, que je vous propose de suivre. Quel est l'intérêt bon, vous savez, ça procède d'une offensive diplomatique que nous avons toujours souhaité de nos voeux, qu'il y ait une offensive diplomatique au lieu de suivre certains activistes qui se disent panafricanistes, au lieu de les suivre dans les invectives, dans les accusations et les provocations. C'est faire une offensive diplomatique, convaincre les partenaires de reprendre la coopération avec nous et de tenir compte de nos intérêts. Je crois que c'est ce qui s'est passé. L'Union européenne n'a jamais reconnu la Confédération des États du Sahel. Elle a même fait un communiqué, si vous vous rappelez, lors de sa création, pour dire qu'elle ne reconnaît pas. Et voilà, aujourd'hui, elle dit qu'elle reconnaît cette coopération. Effectivement, bon, ça pose beaucoup de questions. Et moi, à mon avis, la première analyse qu'on peut faire, c'est que ça met fin à l'isolement du Niger par rapport à certains pays européens. Puisque l'Union européenne, c'est quand même 27 pays européens les plus importants qui ont des relations de coopération séculaire avec nos pays. Vous avez l'Allemagne, la France, la Belgique, presque 28 pays, 27 pays. Si on arrive à reprendre une coopération dans le cadre de l'AES avec ces pays, et j'ai vu dans le communiqué, on dit cette fois-ci, les axes de coopération seront définis en commun accord. Rien ne sera imposé à l'AES. Donc l'AES a réussi à se faire reconnaître par l'institution Union européenne et avec comme objectif de coopérer, de faire une coopération gagnant-gagnant. On peut dire que c'est une victoire diplomatique pour l'AES. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut rompre avec les partenaires stratégiques qui étaient là lors des sanctions qui nous ont été imposées par les mêmes pays de l'Union européenne, à travers eux la CEDEAO. Donc ça ne veut pas dire qu'on a repris la coopération avec l'Union européenne et on va laisser tomber les partenaires qui nous ont soutenus au moment les plus difficiles. Moi je pense que c'est une bonne chose de diversifier la coopération,
avec plusieurs États. Ça procède maintenant, il appartient aux dirigeants de l'AES de faire attention, d'être très vigilants, d'être très vigilants par rapport à cette coopération. Puisque si vous reprenez la coopération avec l'Union européenne et que vous ne mettez pas des cadres capables de leur apporter la contradiction nécessaire par rapport aux intérêts de l'AES, on va retourner à la case départ. Ils vont venir en terrain conquis, imposer bien que c'est bien spécifié dans les communiqués, les axes seront discutés de commun accord, mais si ceux en face d'eux, nos cadres, ne sont pas compétents pour pouvoir orienter les accords qui seront signés dans le sens de nos intérêts, on risque de retourner à la case de départ. Ça veut dire qu'ils vont continuer à nous tirer vers le bas, comme ils le font avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Vous ne perdez pas de vue que c'est eux qui détiennent la majorité du capital des institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire. C'est eux qui ont des cadres qui sont à des points stratégiques de décision. Quand un pays de l'AES veut avoir des crédits avec le Fonds monétaire ou avec la Banque mondiale, ces pays ont leur mot à dire en dessous. De par les textes, on a droit, comme on est membre statutaire, on a droit, selon au prorata de notre action, à avoir des crédits, mais ces pays ont leur mot à dire. Donc reprendre la coopération avec eux, ça nous permet de rompre l'isolement. On est maintenant ouvert. Maintenant, il appartient à nos dirigeants de savoir gérer cette coopération avec l'Union européenne et cette coopération avec les pays membres du BRICS, à savoir la Chine, la Confédération de la Russie, et le Pakistan, l'Inde, et l'autre là, comment ça s'appelle, la Turquie. Voilà nos partenaires actuels qui nous aident à nous en sortir des difficultés qu'on rencontre. Maintenant, il appartient à nos dirigeants de savoir comment gérer les deux coopérations. Puisque on a le droit, le monde est devenu aujourd'hui multipolaire. Donc, chaque pays a le droit de coopérer avec qui il veut. Donc, rien ne nous est imposé. On n'est pas dans un système unilatéral. C'est un système multipolaire. Donc, moi, à mon avis, elle sera fructueuse si nos dirigeants savent utiliser cette coopération. Si nos dirigeants mettent les cadres compétents en face des cadres de l'Union européenne, dans le cadre de certaines discussions, des projets de coopération ou des mises en œuvre des projets de développement. À mon avis, l'AES on peut dire qu'elle a gagné, c'est une victoire diplomatique pour elle, puisque l'Union européenne, c'est pas petit. Ils disent qu'ils ne la reconnaissent pas. Aujourd'hui, ils viennent, ils disent qu'ils reconnaissent et que la coopération sera gagnant-gagnant. Moi, je pense que c'est une victoire. Monsieur Kado, faut-il peut-être encore, vous l'avez évoqué tout à l'heure, faut-il faire attention du côté de l'AES parce que nous savons qu'il y a cette banque d'investissement et il y a le projet de cette monnaie unique. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt derrière cette coopération avec l'Union européenne? Bon, on peut soupçonner qu'ils ont essayé d'utiliser la force, d'utiliser les menaces. Ils ont vu que ça ne marche pas. S'ils insistent, l'AES risque de rester avec leur concurrent, la Confédération des États du Sahel et la Chine. Actuellement, les pays de l'AES privilégient leur coopération économique avec la Chine, la Fédération de la Russie, l'Inde, le Pakistan et les autres pays membres de BRICS. Ils craignent que peut-être cette coopération de l'AES avec les BRICS soit formalisée et qu'elle donne beaucoup plus de résultats avec eux. Donc, ils ont constaté la menace ne marche pas. Il faut peut-être essayer d'accepter les gens tels qu'ils sont et d'accepter leurs conditions que l'AES pose. C'est comme ça qu'ils rentrent. Bon, certains analystes pensent que c'est une stratégie pour pouvoir venir s'installer, mieux infiltrer l'AES et pouvoir la disloquer. Bon, ça dépend de nos dirigeants. Il faut qu'il y ait des stratèges, des diplomates chevronnés pour pouvoir contrer toute cette activité. Au Sénégal, vous voyez, c'est des jeunes panafricanistes qui sont venus au pouvoir. Ils ne font pas du bruit, ils n'insultent personne, mais ils ont une position pacifique qui leur permet d'imposer leur point de vue par rapport aux intérêts de leur pays.
Récemment, le FMI a voulu dire qu'il y a des dettes cachées au Sénégal. Il va falloir que le Sénégal consolide cette dette et qu'une fois qu'il accepte que le Fonds monétaire consolide leur dette, ça veut dire que c'est le Fonds monétaire qui va gérer la dette, qui va même gérer les différents axes de l'économie sénégalaise. Et c'est des gens qui sont intelligents. Ils disent non. Ils l'ont rappelé à plusieurs pays africains qui étaient dans la même situation qu'eux. Ils n'ont pas eu le traitement qu'on veut leur proposer. Ils ont carrément décliné dans la diplomatie et le Fonds monétaire était obligé d'accepter et de quitter le Sénégal sur la pointe des pieds. Mais ils ont imposé leur point de vue par la perception, par les arguments fondés. Parce qu'ils ont eu à faire en face d'eux des cadres qui s'y connaissent dans les rouages de l'économie internationale. Et ils ont pu convaincre le Fonds de les laisser continuer à exécuter leur programme de développement économique et social sur la base duquel le peuple sénégalais les a élus. C'est ce qu'ils ont imposé. Donc chez nous, l'AES, si elle fait ça, ça sera fructueux. Mais si c'est pour mettre des parents, amis et connaissances des médiocres en face d'eux, ils vont nous imposer leurs arguments et ça va passer comme des roulettes. Et on sera les dindons de la farce. Il appartient, comme je le dis tout le temps, de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Tant que vous ne mettez pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, vous pouvez renouer des relations avec la Russie, avec la Chine, ça sera la même chose. Parce que les États ont des intérêts et non des amis. Les politiques, les relations internationales, dans le domaine des relations internationales, c'est les intérêts économiques des États qui dictent la conduite à suivre. Si vous ne tenez pas compte des intérêts économiques de vos pays, vous tenez compte de certains aspects superficiels politiques pour renouer des coopérations avec des institutions internationales, là, vous serez les dindons de la farce. Mais quand vous mettez en face d'eux des cadres qui se connaissent, qui défendent les intérêts du pays, vous ne pouvez que prospérer.